Bienvenue dans le débat de France 24. Cap sur la présidentielle ici en France. On est à 3 mois de l'élection et à 6 jours seulement du premier tour de la primaire socialiste. Les Français sont invités dimanche prochain à voter pour choisir le candidat ou la candidate qui portera les couleurs du PS et de ses alliés écologistes et radicaux en mai prochain. Ils sont 7 sur les rangs. Ils ont débattu hier devant les caméras de télévision pour la 2e fois. On en parle avec vous, Élise Fajlès. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Manuel Valls et maire adjoint du 10e arrondissement de Paris. Bonsoir. Mathieu Hanotin, vous êtes directeur de campagne de Benoît Hamon et député de Seine-Saint-Denis. Thomas Guénolé, vous êtes politologue, enseignant à Sciences Po et auteur du Petit guide du mensonge en politique. Ça vient de paraître aux éditions Fayard. Et puis Roselyne Fèvre, bien sûr, du service politique de France 24. Alors, faut le dire, on s'était quand même ennuyé pas mal la semaine dernière. Moins hier, Thomas Guénolé? Oui, beaucoup moins. Il y avait quand même des longueurs. D'abord parce qu'il y a 3 figurants qui ne devraient pas être dans cette primaire et qui ont un effet anesthésiant sur le déroulement du débat. Je pense que dès la fin du premier débat, les 3 figurants en question auraient dû se désister dans l'intérêt de l'exercice. C'est méchant pour François de Rugy, qui est plutôt bien noté pour l'instant par les... Je pense sincèrement qu'en fait, si vous voulez, pour le dire vite... le but de leur présence était de donner l'illusion qu'on avait affaire à une primaire de la gauche et non pas à une primaire du Parti socialiste. C'est une primaire du Parti socialiste, ça n'est pas déshonorant, c'est très bien, autant l'assumer et ne pas perdre du temps de parole par rapport à des gens qui sont en train de s'exprimer par rapport à la vision qu'ils ont du renouvellement du Parti socialiste, de sa ligne, de ses dirigeants. C'est un débat légitime et important. Il y a une dilution et un effet anesthésiant par la présence de ces 3 candidats. Ce n'est pas une attaque par rapport à eux, c'est simplement un problème de structure dans le débat. Ça ne va pas. Après, il y a eu un effort de tous pour être davantage dans l'échange, et puis il y a eu des conflits idéologiques très forts. Je pense en particulier à M. Peillon et à M. Valls sur certains sujets, notamment la laïcité, mais pas seulement. Il y avait de mémoire quelque chose sur les réfugiés. Et puis surtout, il y a eu une charge extrêmement lourde d'Arnaud Montebourg vis-à-vis de l'état des médias privés, qui a créé un froid absolument glacial sur le plateau et qui, à ma connaissance, est la situation la plus conflictuelle qu'on ait eue depuis le début du débat, mais ce n'est pas entre 2 candidats, c'est particulier. Rosine, non, je l'écoute avec intérêt parce qu'hier, j'ai dû, donc, pour France 24, écouter ce débat et j'ai culpabilisé en rentrant chez moi hier soir parce que donc, de vous entendre, ça me déculpabilise parce que j'ai dit exactement la même chose en disant il y en avait 2 de trop. Bon, je trouvais que Rugy, finalement, était pas si mal, mais c'est vrai que, pour ne pas les nommer, Jean-Luc Benamias et Sylvia Pinel n'avaient pas vraiment lieu d'être ici, d'être sur ce plateau. Et quand je l'ai dit, je me suis dit, zut, c'est quand même la démocratie. Mon voisin avec qui je commentais me disait, ouais, tu as été un peu fort quand même. Donc je suis contente de vous l'entendre dire. C'est vrai, vous avez raison. Ça a gâché un petit peu le débat. Surtout qu'on leur disait, bon, ils n'ont qu'1 minute sur des sujets quand même cruciaux. Oui. On leur demande d'expliquer en 1 minute la vision qu'ils ont de Poutine, de Trump, de l'axe avec l'Iran, etc. Et puis, j'ai trouvé que alors, c'est sûr qu'on leur demande de dire en 1 minute la vision, de restreindre leurs paroles, on va dire de la concentrer. C'est pas très intéressant parce que dans le fond, on comprend rien et on passe d'un sujet à un autre. Mais je n'ai entendu aucun, peut-être Peillon, dire pourquoi la gauche devrait être au rendez-vous en France pour gérer ce nouvel ordre mondial ou ce désordre mondial. J'ai trouvé que voilà, tout ça était assez mal ficelé. Franco-français, finalement? Pardon? Franco-français dans les... Non, parce que le sujet de politique étrangère, donc je me suis peut-être mal exprimé, le sujet de politique étrangère était lancé, mais on leur demande de nous expliquer ça en 1 minute. Et au lieu de poser la même question à tous les candidats, comme les journalistes veulent se démarquer les uns des autres, c'est qu'ils leur posent des questions qui sont pas les mêmes à chacun. Et eux-mêmes se plaignent d'ailleurs de ne pas avoir l'occasion de répondre à la question du voisin. Donc au final, je trouve qu'on ne comprend plus rien et que il y avait un relatif consensus sur l'Europe. Tout le monde disait faut une Europe de la défense. Trump, oui, enfin bon, avec quelques petites, bien sûr, on peut trouver. Sur la question des réfugiés, quand même. Non. J'entends bien. Non mais d'accord, mais sur la même vision. Sur l'Europe elle-même. Sur l'Europe, oui, tout le monde n'est pas sur le même plan de relance. Non, mais sur l'Europe de la défense, quelle doit être, comment doit réagir l'Europe vis-à-vis de Trump, vis-à-vis de la Russie. Là-dessus, il y a un consensus. Sur les inquiétudes et sur les inquiétudes également vis-à-vis de Trump, dont la fusée va décoller le 20 janvier, donc très vite.
là-dessus, il n'y avait pas besoin d'être grand clerc ou d'être prof à Sciences Po. Je vous en prie, je ne le prends pas personnellement. Pour savoir que il y avait des inquiétudes. On va tout de suite faire agir ceux qui sont chargés de porter la parole des candidats. Peut-être justement, on va revenir sur un moment que vous avez évoqué en un mot, Mathieu Hanotin, ce désaccord justement sur les réfugiés, parce qu'il n'y a pas eu effectivement beaucoup de clash, comme on le disait, mais il y a eu effectivement un moment un peu tendu lorsque, évoquant à la politique de la France, Vincent Peillon revient sur un discours fait par Manuel Valls à Munich, lorsque celui qui était alors Premier ministre de la France avait critiqué la main tendue d'Angela Merkel envers les réfugiés, avait appelé à une limite dans l'accueil des réfugiés. Pour Peillon, il s'agit d'une faute du Premier ministre de la France. Manuel Valls lui voit plutôt la voix de la France critiquée par l'un des candidats. Regardez cet échange. D'abord, je voudrais dire à Manuel Valls, avec l'amitié et le respect que j'ai pour lui, que quand on critique des discours qui sont les siens, ou même des politiques qu'il a menées en responsabilité, on ne critique pas la France. On critique une politique qui a été menée au nom de la France. Ça n'est pas la même chose et ça rendra le débat plus facile entre nous. On peut avoir... Il n'est pas d'accord, Manuel Valls. Le discours de Munich... Allez-y. Je n'ai pas tenu de discours à Munich, mais enfin, j'ai en revanche affirmé une position qui est celle de la France. En effet, comme chef du gouvernement, j'ai parlé au nom de la France. C'est parfaitement critiquable, mais j'ai parlé au nom de la France. C'est ça la fierté de gouverner. Non, je ne crois pas du tout. Je crois que... Et d'ailleurs, il y a eu... Si j'étais Premier ministre. Bien sûr, mais à ce moment-là, il y a eu une gêne, y compris du président de la République. Ah bon ? Car cette position... Je ne savais pas que tu avais cette conversation intime avec... Cette position, qui d'ailleurs n'a pas été respectée, puisque c'était 30 000 et on est à 5 000, n'était pas une position qui nécessairement engageait l'idée de la France ou la France, mais un discours qui a été le tien. On le voit, Élise Fajlès, à travers cet échange... Manuel Valls qui endosse depuis le début de ces débats finalement la figure de la responsabilité, celui qui a été en responsabilité et qui parle en permanence de lui-même comme celui qui aspire à devenir président, comme s'il voulait faire passer un message subliminal. Finalement, à force de le répéter, il le sera peut-être dans les yeux en tout cas de ceux qui regardent. Mais en même temps, pour beaucoup, il est porteur du bilan. Et est-ce que ça ne fait pas finalement de lui, d'une certaine manière, la cible des 6 autres ? Être la cible des attaques, il l'a répété pendant le débat, gouverner c'est difficile et c'est concret, donc finalement ça lui permet de montrer qu'il est combatif. Sur ce sujet-là, comme sur tous les autres d'ailleurs, il est particulièrement bien placé pour savoir qu'on ne peut pas laisser dire n'importe quoi et notamment que rien n'a été fait. Donc ce qui est sûr, c'est que ce qui était important, et c'est à lui d'assumer ça, et moi je trouve que c'est la grandeur des hommes d'État que d'assumer ce qui a été fait et en même temps de se projeter vers l'avenir, c'est-à-dire d'élargir. Sur les réfugiés, très clairement, la petite musique était de dire que rien n'a été fait, que la France n'avait pas été généreuse. Ce qui est faux, puisque là, si on parle très clairement de la Syrie, 5 000 sur 30 000. Mais moi, je suis élue d'un territoire où il y a de nombreux réfugiés qui se sont installés sur l'espace public, qui n'étaient pas syriens, qui étaient africains ou afghans, et de nombreux ont été pris en charge. Et il y a, depuis 18 mois, 40 000 réfugiés qui ont été pris en charge par la France, qui sont en Île-de-France, qui ont été placés dans des centres d'accueil et d'orientation partout en France. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait sur le point de vue des réfugiés. Ils ne veulent pas venir en France. Les Syriens, mais on a des Érythréens, des Soudanais, des Afghans très nombreux en France, à Paris, et qui sont replacés avec des propositions d'orientation, des propositions d'accueil. Et vraiment, Emmanuel Cos et Bernard Cazeneuve ont trouvé des solutions. Voilà, 40 000 réfugiés ont été pris en charge depuis 18 mois. Sauf que là, on le voit, évidemment, contraint d'assumer cette politique, c'est la sienne. Et en même temps, sur le terrain, et c'est ce qu'on a noté depuis le début de cette campagne, Manuel Valls a dit la semaine dernière qu'il fallait que la France accueille davantage de réfugiés, qu'elle fasse plus. Alors on a du mal à suivre entre le Premier ministre qui en Allemagne fait la leçon d'une certaine manière Angela Merkel et celui qui maintenant dans la campagne dit on devrait faire plus. Alors on a accueilli 5 000 sur les 30 000, il faut que ça se poursuive, c'est ce qu'il dit. En effet, il faut poursuivre. Sur ces réfugiés syriens, c'est bien ça qu'il faut... Voilà, hier, la passe d'armes était sur les réfugiés syriens, d'où le chiffre de 5 000. Et Manuel Valls l'a bien dit, il faut poursuivre. Je continue et j'insiste sur le fait qu'il y a eu 40 000 réfugiés africains, dont les 5 000 Syriens, afghans, qui ont été pris en charge par le gouvernement de Manuel Valls. Il a parlé de 85 000 demandeurs d'asile en France. Eh bien, il faut poursuivre cet effort. Mais en ayant tout à fait une politique maîtrisée. Il ne s'agit pas d'ouvrir comme ça à tout va. Et en effet, de continuer ce travail sur l'intégration. C'est important, ça va de pair. L'intégration par la langue, l'intégration par le travail. Mathieu Hanotin, vous le disiez presque avec fierté, c'était Benoît Hamon qui a lancé ce débat en fait hier. Oui, mais moi il y a quelque chose qui derrière à Vincent Peillon d'embrayer. Oui, il y a quelque chose qui me gêne profondément dans la manière dont sont abordées les choses, dans la manière dont un collègue les aborde ici, mais dont certains l'ont abordé dans le débat. Et puis comme c'était le cas depuis 2 ans, finalement 3 ans, c'est qu'on a l'impression parfois
qu'on parle de marchandises. Quand on fixe un quota, on va vous dire aujourd'hui, on va prendre 30 000 réfugiés. Qu'est-ce qu'on fait aux 30 000 unièmes? On dit, il fallait être le 29 980. Alors, c'est pour ça qu'il n'impose pas de limite, Benoît Hamon. Mais oui. On va voir sa proposition et puis vous réagirez. Vous Vous réagirez juste derrière. C'est le visa humanitaire, parce qu'on en a beaucoup parlé hier, et puis je vous laisserai réagir derrière. Ça veut dire que demain, nous prenons en charge le transfert de ceux qui demandent, à raison du fait qu'ils sont persécutés, à raison du fait qu'ils sont obligés à l'exil ou à l'exode, que plutôt que de les laisser dans les mains des passeurs, comme c'est le cas aujourd'hui, nous organisons et nous identifions ceux qui veulent passer. Nous allons les chercher en Libye, en Syrie, en Irak? Ils seront dans les consulats des pays dans lesquels ils veulent passer, et passer en Europe, ou dans les pays voisins, comme ça a déjà été fait dans le passé. Combien pouvons-nous en accueillir? Mais, madame, ce ne sont pas des marchandises. Ah non, le sujet, ça n'est pas de dire combien aujourd'hui, ça dépendra très largement de ce que sont les flux de réfugiés. Il ne faut pas fixer le problème en termes de quotas, c'est ce que vous dites aujourd'hui. C'est évident. Qu'on ait une règle de répartition au niveau européen, dire en fonction du volume qui arrive, on peut dire que dans tel pays, par rapport à sa population, elle peut prendre, on va dire, X%, qu'on ne peut pas demander la même chose, grosso modo, à un petit pays qu'à un grand pays comme la France. Ça me paraît être une bonne politique au niveau européen. Mais que les quotas soient des quotas, non pas de proportion, mais des quotas de valeur absolue, ça a quelque chose de totalement cynique et terrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a certains qui ont choisi derrière ceux qui méritent de ne pas se prendre des bombes sur la tête concrètement. Donc, s'il y a quelque chose qui est terrible dans la politique qui a été menée, c'est que soit on pense que ces personnes méritent d'être accueillies parce que la France, elle est généreuse, parce que l'Europe, elle doit l'être et elle doit ouvrir grand ses portes à toutes ces personnes qui, sans nous, finalement, tout simplement, vont mourir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, y compris les migrants économiques. Non, mais attendez, là, il faut indistinctement des raisons de leur venue en France. Pas les sujets. C'est ça qui n'était pas toujours très clair hier. Excusez-moi, un visa humanitaire, à ma connaissance, c'est quand même pour la question du statut de réfugié politique. Voilà, donc on parle bien de ces personnes qui sont dont leur vie est menacée. Moi, je veux bien qu'on parle de la problématique de la question des migrants économiques. Mais vous faites où la distinction, puisque dans les hotspots aujourd'hui, on a vu que c'est pratiquement, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire, d'une certaine manière, à établir qui vient pour quel motif. Oui, mais attendez, quand quelqu'un vient, effectivement... Mais le problème du hotspot, c'est quoi? C'est que le problème du hotspot, il est à l'entrée de l'Union européenne. C'est ce qu'on dit depuis le début. Il faut que ça soit concrètement en Turquie qu'on prenne en charge la question des réfugiés. C'est dans les camps de réfugiés même. Et pas qu'on soit dans une situation où finalement, quand on laisse les gens traverser la Méditerranée avec une forme de cynisme horrible dans le fait qu'il y a une forme de sélection naturelle entre ceux qui, certains vont passer dans les mains des passeurs qui vont les emmener chez eux, d'autres malheureusement vont connaître avec tous les drames humains qu'on a connus, vont périr dans la Méditerranée. Et c'est que quand ces personnes mettent le pied sur le sol de l'Union européenne qu'on commence à s'en occuper. Alors qu'on sait que 90% des personnes qui viennent d'un certain nombre de zones, elles ont le droit au statut de réfugiés politiques. Donc il faut être beaucoup plus ambitieux et ce serait la grandeur de la France. Thomas Guénolé, une fois de plus, en tout cas hier, on a ce sujet du revenu universel à occuper 3-4 questions. On y a passé une dizaine de minutes. Comme pour le premier débat, finalement, c'est une proposition de Benoît Hamon qui crée un petit peu, qui fait autour d'elle débat. Avec le revenu universel. Oui, bien sûr. C'est de l'ordre du constat objectif. Il n'y a même pas matière à interprétation. C'est la proposition la plus marquante des débats de la primaire, de la campagne de la primaire. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que ce qui est proposé derrière est un changement de paradigme. C'est-à-dire que le modèle sur lequel la gauche fonctionne depuis quelques décennies maintenant, et même plus que ça, c'est on va conduire des politiques pour apporter de la croissance. Et à partir des ressources de la croissance, ça nous permettra de donner du boulot à tout le monde et de redistribuer les richesses au profit des plus défavorisés. Le paradigme de la gauche, depuis des décennies, c'est ça. Et là, la proposition de Benoît Hamon, c'est de dire continuer l'accumulation productiviste n'est pas écologiquement responsable et de toute façon, nous entrons dans un état stationnaire durable. On converge vers ça peu ou prou, il vous dit ça. Oui. Et il vous dit donc il faut sortir de la société du travail obligatoire, passer à la société du travail choisi, assumer qu'on va vers une robotisation et une pénurie massive de travail rémunéré, et donc passer à un revenu universel. Je précise, c'était le visa humanitaire, c'était une autre idée autour de laquelle il a réussi à créer le débat. Pourquoi j'explique ça? Pourquoi je remets ça dans ce cadre-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plein milieu d'un débat
de campagne présidentielle où on a l'habitude d'avoir des gens qui débattent entre eux sur où on met les curseurs dans un même ensemble, là, on a un débat finalement sur quelque chose de beaucoup plus fondamental qui est quel est le projet de société. Le fait de passer à la société, comment dire, qui n'est plus dans la croissance et qui n'est plus dans la société du travail obligatoire, c'est quelque chose d'extraordinairement ambitieux, on est d'accord ou pas d'accord, mais je trouve ça normal et logique qu'il y ait un débat profond là-dessus. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, moi, je suis stupéfait, c'était pareil pour la primaire de la droite, de la qualité du débat d'idées. On se plaint souvent d'avoir des politiciens qui ne sont pas assez courageux, qui ne donnent pas assez d'idées, etc., etc. Moi, j'ai envie de dire bravo aussi bien aux candidats de la droite et de la gauche, même si on a dit qu'il y en a qui ne devraient pas être là. Ils ont bossé. Ils ont vraiment bossé. Enfin, disons qu'on en a pour notre argent. Élise Fajlès, oui, déjà, ça fait 2 fois que je l'entends. Je voudrais quand même qu'on respecte tous les candidats. Parce que Sylvia Pinel, qui est représentante du Parti radical de gauche, voilà, François Drugy, qui apporte une vraie spécificité dans ce débat. Sur le revenu universel, c'est un débat philosophique et je trouve ça très bien qu'on puisse l'avoir. On peut s'opposer dessus. Cela dit, on n'est pas dans la même temporalité. Moi, là, j'ai une espèce de tract, je crois, de Benoît Hamon, en tout cas un morceau de son programme, qui nous explique quand même que la manière dont ça devrait être mis en œuvre, il le dit lui-même, avec une conférence citoyenne de 2019 à 2022. De fait, Manuel Valls se positionne quand même pour prendre le pouvoir là. Vous avez oublié la première étape quand même. En 2017. C'est intéressant de le rappeler. Sur avec une augmentation du RSA, avec une ouverture aux 18-25 ans. Mais c'est la proposition aussi de fusion des minima sociaux accessibles aux 18-25 ans de Manuel Valls. Parce que là, c'est un caractère universel pour l'ensemble des 18-25 ans. D'accord. Là, on est 18-25 ans précaires, en effet. Non, pas précaires. Tous les 18-25 ans, c'est ça la proposition de Benoît Hamon. C'est une vraie différence. Et là, on est en train d'ouvrir un nouveau débat. On peut avoir un débat philosophique. Et on est en train d'ouvrir un nouveau débat. On en va en reparler dans un instant. Sur la mise en œuvre, je crois que c'est pas un détail. Oui, mais non, c'est pas un détail, mais nous, on manque de temps. Alors, on va parler de la mise en œuvre dans un instant, Élise Fajlès. Là, 1er janvier 2018. Je vous redonnerai la parole dans un instant, mais là, on doit rendre. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de ce débat. Restez avec nous et la parole sera donnée à Élise Fajlès et la réponse de Mathieu Hanotin. Et ensuite, Roselyne Febvre qui s'exprimera à son tour. Merci.